Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours une joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Grosse actualité dans le monde de la logistique. Elle occupera toute notre émission. Troisième semaine d'avril, en effet, nous avons appris que CMA-CGM, troisième compagnie maritime mondiale, était entrée en discussion exclusive avec le groupe Bolloré SE en vue du rachat de sa filiale Bolloré Logistique. Dans la foulée, l'offre d'achat spontanée de CMA-CGM a été validée par le conseil d'administration de Bolloré SE sur la base d'une offre publique d'achat de 5 milliards d'euros pour les activités logistiques, à savoir 13 500 personnes opérant dans 111 pays, 1 million de mètres carrés d'entrepôts, 656 tonnes de fret aérien transportés en 2022, 826 000 conteneurs manutentionnés, 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 714 millions d'euros de résultats nets consolidés en 2021. Bolloré Logistique est dans le top 5 des logisticiens européens et dans les 15 premiers mondiaux. Bolloré Logistique s'est spécialisé dans les secteurs industriels tels que l'automobile, l'énergie, l'industrie minière, le BTP, les produits pharmaceutiques, le groupage et possède plusieurs infrastructures multimodales. Le groupe est installé en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Guyane à travers des filiales qui sont désormais toutes sous l'appellation Bolloré Logistique. Le conseil d'administration de Bolloré SE a donc donné son accord de principe. Il s'agira pour CMA-CGM de racheter 289 millions d'actions qui représentent très exactement 9,78% du capital social de l'ensemble. Le prix d'achat de l'action a été fixé à 5,75 € avec une soulte de 0,25 € et une distribution complémentaire de dividendes lors de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de 0,04 centimes d'euros payée le 6 juillet 2023. Bolloré Logistique est coté à la bourse Euronext de Paris. L'offre publique de achat a visiblement été bien accueillie par le marché. L'action a progressé de 6,41% depuis l'annonce des tractations. Cette vente doit encore obtenir l'aval des instances représentatives du personnel et des autorités réglementaires européennes. Le groupe Bolloré SE confirme ainsi sa volonté de se désengager de la gestion portuaire. Bolloré Africa Logistique a été vendu à MSC en décembre dernier pour 5,7 milliards d'euros, dont 600 millions de remboursements de comptes courants. Le groupe poursuit donc sa mutation en cédant un pan de ses activités logistiques pour ne conserver que les activités pétrolières ainsi que les systèmes de sécurité et la communication avec Canal+, Havas Group, Editis Prisma Media, les jeux vidéo avec Gameloft et la distribution de contenu avec Dailymotion. De son côté, avec cet achat, CMA-CGM conforte sa vision d'intégrateur de chaque étape de la chaîne logistique. Pour bien avoir en tête l'effet du mariage qui se prépare. Nous avons vu le poids de Bolloré Logistique. En face, CMA-CGM, ce sont 593 navires qui desservent 420 des 521 ports de commerce du monde grâce à 250 lignes régulières, 400 bureaux dans 160 pays, 750 entrepôts, 155 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 74,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 33% par rapport à 2021, 2,9 milliards de dollars de résultats et quelques 11,6 milliards de dollars de trésorerie disponibles pour poursuivre ses investissements. La troisième compagnie maritime mondiale va donc renforcer son pôle logistique organisé autour de sa filiale CEVA Logistique rachetée en 2019. CEVA Logistique, ce sont 1,29 million de containers manutentionnés en 2022 et 474 millions de tonnes de fret aérien. Cette branche de CMA-CGM rassemble également le spécialiste de retail américain CLS Ingram, racheté en 2021, Jeffco pour le transport de véhicules et Colis Privé, spécialiste de la livraison du dernier kilomètre
toutes deux rachetées début 2022. L'offre publique d'achat de CMA-CGM sur la branche logistique de Bolloré SE intervient sur un secteur de la logistique en grand bouleversement. Un autre important groupe de logistique cherche en effet repreneur. Il s'agit de DB Schenker, numéro 4 mondial qui veut vendre ses actifs pour 20 milliards de dollars. DB Schenker, ce sont 725 entrepôts implantés dans 60 pays, soit 8 millions de mètres carrés d'entrepôts, 76 100 collaborateurs, 2 millions de containers manutentionnés, 1,44 million de tonnes de fret, un endettement de 30,5 milliards d'euros et en fin juin 2022 et un bénéfice d'exploitation de 1,2 milliard d'euros. Gane et Nigel, DHL et DSV étudient le dossier. Ce sont les 3 leaders du secteur. Gane et Nagel, ce sont 4,6 millions de containers manutentionnés et 22 millions de tonnes de fret aérien. DHL, ce sont 3,1 millions de containers manutentionnés et 2,9 millions de tonnes de fret. Et DSV, ce sont 2,5 millions de containers manutentionnés et 1,1 million de tonnes de fret. À la lecture de ces chiffres, de ces leaders, Bolloré Logistique paraît presque lilliputien. Cependant, l'arrivée de cet intégrateur de chaque maillon de la supply chain air, mer, terre que veut être désormais CMA-CGM met en pleine lumière l'affrontement qui se jouait jusqu'alors à bas bruit, celui de la maîtrise de la connaissance des flux des clients qui sont pour l'instant détenus par les commissionnaires de transport que sont les transitaires. Ces grandes manœuvres auront des effets dans l'outre-mer français. En Martinique comme en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les groupes mondiaux sont présents. Bolloré Logistique bien sûr, mais aussi Géodis FF France, DB Schenker, Arendt Logistique 7 Cargo, etc. Y exercent également des opérateurs locaux, tels que SIFA, Léon Vincent qui détient Saphir Melon, SEM, Cybertransit, ATS, Amazonie Service Logistique, la Rhodanienne de Transit qui vient de racheter TTOM, Somatrans, Sodetram, Alpha Transit qui détient Chalono Transit, Challenge International, Petrelus Transit, pour ne citer que quelques-uns. L'arrivée dans l'activité du transit d'un opérateur déjà en position monopolistique sur le transport maritime, tel que CMA-CGM, reprenant les actifs d'un leader du secteur tel que l'est Bolloré Logistique, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Martin, va accélérer les rapprochements, voire provoquer des disparitions. Quant aux chargeurs, les distributeurs, les importateurs, depuis cette annonce, ils sont très inquiets. Ils parlent même de nœuds gordiens qui se resserrent. Encore. Selon eux, dans cette vente, les territoires d'outre-mer devront faire l'objet d'un traitement à part, avec des engagements fermes de l'acheteur. Selon eux, l'État et l'autorité de la concurrence doivent cadrer le sujet. Éclairage sur ce qui se trame avec notre invité, Jean-Claude Florentini, gérant de Global Service and Logistique. Bonjour Jean-Claude Florentini. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Je vous ai reçu il y a quelque temps en tant que président du syndicat des transitaires de la Martinique. Ouais. Et vous avez passé donc la main sur cette institution à monsieur Franck Granger de la société Somatrans. Et entre-temps et depuis, vous avez créé votre société qui s'appelle Conseil Global Service and Logistique. Qu'est-ce que c'est que... C'est un cabinet d'expertise d'ingénierie logistique et de transport. Donc nous accompagnons les primo-importateurs ou sociétés déjà confirmées qui souhaitent avoir une aide, un soutien à l'exportation ou à l'importation. On aide également et on soutient les projets industriels donc dans la zone. Donc c'est un cabinet d'expertise qui a vocation à rayonner à la fois donc en intra-caribéen, pas uniquement sur les plateformes, sur les départements ou collectivités ou régions d'outre-mer, mais véritablement avoir dans la zone Caraïbe et voire plus loin, puisque nous avons déjà des contacts et très avancés avec certains pays d'Afrique, notamment au Cameroun et au Sénégal. Donc j'ai souhaité vous rencontrer, enfin en tout cas de nouveau vous interviewer,
Parce que je pense que comme nous tous, vous avez entendu l'annonce de ces discussions exclusives lancées par CMA-CGM et le groupe Bolloré SE dans l'optique de racheter la filiale Bolloré Logistique. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel effet ça a produit sur vous d'avoir une telle annonce? Alors, c'est pas que ce soit une douche froide, puisqu'il y avait déjà des discussions qui étaient déjà avancées. Faut savoir aussi que toute la partie transport logistique d'Afrique, donc au niveau du continent africain, avait déjà été cédée à MSC. Donc c'était déjà un premier un signe avant-coureur en fait de tractation. Ce qui nous a plutôt surpris, c'est le fait que la CMA-CGM se soit justement positionnée dessus, quoi. Mais c'est vrai que ça reste c'est une annonce assez fracassante, hein, que c'est quand même une petite bombe dans le milieu. En quoi c'est une bombe dans le milieu? C'est à la fois, ce sont deux gros monstres hein, qui s'accordent, qui ont vocation à fusionner. Donc obligatoirement, donc il y a une géostratégie en fait qui est en train de s'opérer. Le groupe Bolloré est dans le top 3 des plus gros prestataires, je parle au niveau de la zone, uniquement sur la zone. Zone Caraïbe. Uniquement au niveau de la zone Caraïbe. Numéro 3 sur la zone Caraïbe. Dans le top 3. Dans le top 3, au départ d'Europe et au niveau des implantations qu'ils ont sur la zone. Donc c'est quand même un gros, c'est un gros mastodon. Qui passe sous l'escarcelle de la CMA-CGM. Donc, si la vente se conclut, parce que c'est certain qu'il y a encore quelques autorisations à obtenir, mais si elle se conclut, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le secteur d'activité et pour la zone? En fait, il faut savoir quand même qu'à l'échelon mondial, Bolloré, c'est le 14e, donc c'est pas non plus c'est pas le plus gros mastodon de la bande. En revanche, il a donc c'est une structure, une compagnie en fait qui a d'excellentes implantations à l'international, que ce soit en Asie, que ce soit, je parle même pas en Afrique puisque ça a été cédé, mais au niveau de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Donc c'est quand même un gros faiseur. En revanche, par rapport à des gros mastodons du style Schenker, DHL ou même Kuehne+Nagel, c'est un presque lilliputien. Voilà. C'est pas la même cour. Donc manifestement, il y a une volonté du groupe CMA-CGM d'avoir une politique d'intégration verticale et de maîtriser l'ensemble des opérations, donc de A jusqu'à Z. Et là, pour le moment, ça lui réussit plutôt bien, quoi. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Quel pourrait être l'impact d'une telle fusion, en tout cas d'un tel achat, dans nos régions précisément? Alors, déjà, au niveau européen, il va pas se passer grand-chose. Donc, au niveau continental, c'est pas là que ça va se passer. Ici, le risque qu'il y a, c'est que les marchés sont petits. Donc, après, on verra bien en fait avec l'usage, mais encore faut-il aussi que manifestement, il y aura une autonomie de gestion et une indépendance. En tout cas, c'est ce que nous espérons, nous opérateurs. Oui, mais n'empêche que la compagnie CMA-CGM a déjà une position, je ne veux pas dire monopolistique, mais quasiment en termes de liaison maritime, en position de force. Ouais. Et là, elle prend une part, la compagnie prendra une part remarquable en termes de transit, quoi. C'est-à-dire, elle accélère son mouvement. Il y a encore 4 ans, donc elle n'était pas dans la commission de transport. Donc elle a fait de la croissance externe avec Seva Logistique, plus récemment avec Jeffco, maintenant avec Bolloré, tout en prenant également des parts au niveau d'Air France Cargo à 9%. Donc c'est une compagnie qui affiche son ambition manifestement. À la fois en intracontinental, donc il y a une mondialisation en fait de la compagnie qui s'opère à grande vitesse. Autant ça peut se justifier au niveau mondial, mais sur des territoires aussi petits, des marchés aussi petits, contraints, isolés, enfin voilà, quels peuvent être les points d'attention pour
l'État ou l'autorité de la concurrence. Pas forcément au niveau de l'État, je le vois plus au niveau déjà des professionnels, donc déjà au niveau des commissionnaires en transport, transitaires. Donc, en même temps, donc ce sont des gros marchés, hein, donc c'est pas forcément non plus un gage à la fois il n'y a pas forcément de crainte non plus à avoir. Je crois qu'il faut pas non plus crier au loup, même si faudrait être vigilant. C'est un mouvement naturel, enfin en tout cas que vous observez déjà dans ce secteur d'activité de restructuration. Enfin en tout cas, il y a du mouvement. Il y a un mouvement qui s'est accéléré. Alors le Covid a été un accélérateur, on en a déjà parlé, mais vraiment c'est puissance X. Avec donc les petits se font racheter par les moyens, les moyens se font racheter par les grands, qui eux-mêmes les grands se font racheter, se rachètent entre eux ou par plus gros encore. Donc on assiste véritablement en fait on voit bien en fait que la logistique et le transport sont stratégiques. Donc il y a une volonté véritablement en fait de maîtriser la chaîne, tout simplement parce qu'on ne sait pas comment demain sera fait. Rappelez-vous qu'il y a encore 3 ou 4 ans, la CMA-CGM n'était pas en bonne santé non plus. Hein. Je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Hein. Justement, c'est-à-dire on voit comment les fluctuations très importantes qu'ont connues les compagnies maritimes, et elles voient que dans le transit, c'est plutôt il y a du business qui circule, que c'est plutôt très rémunérateur. Et d'où l'intérêt de rentrer sur ce marché. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de disparition du secteur du transit bientôt? Je pense pas, puisque en fait, le marché évolue. On a vu comment ça se passait au niveau du e-commerce, qui a un taux de croissance par 2 chiffres chaque année, même ici. On l'a vu au niveau des grands groupes. Regardez avec Amazon, donc qui sait très très bien, qui a une intégration verticale également. On le voit avec les FedEx, on le voit avec du DHL, mais il y a la place en tout cas pour les moyens, voir les petits. Après, il faut trouver les niches. Après, la qualité de service attendue n'est pas forcément la même non plus. Donc, au niveau des intégrateurs, on demandera certainement plus. De plus en plus, le marché évolue en termes on a des besoins qui sont différents. On a besoin d'avoir un réseau en Asie, on a besoin d'avoir un réseau en Afrique, on a besoin d'avoir un réseau en Amérique du Nord. Et ça, seuls les grands groupes peuvent donner justement satisfaction. Ça, c'est du côté logistique, enfin en tout cas compagnie maritime, offreur de services. Mais du côté des chargeurs, ils sont quand même plutôt inquiets. Ils se disent déjà, être face à une compagnie maritime qui aujourd'hui est quasi seule, se retrouver avec un opérateur aussi puissant en termes logistiques, il n'y a pas de risque selon vous? Les risques, je les vois beaucoup plus en termes c'est-à-dire que plus le gâteau se rétrécit et plus effectivement il y a un risque. J'aurais préféré effectivement en tant que conseil et en tant que chargeur d'avoir une offre beaucoup plus élargie et étoffée quoi. Donc on a vu la disparition de la Maersk récemment, on a vu et même la GIS il y a 4 ans. On n'en parle pas, mais on a aussi assisté en aérien au retrait de la compagnie qui fait justement au départ de Miami. Et donc, ça va pas dans le bon sens non plus. Hein. Donc, il faut bien se poser les questions aussi. Ça veut dire que nous ne sommes pas forcément très attractifs. Et donc ça, il y a un vrai sujet aussi là-dessus. En tout cas, ça bouge dans ça bouge énormément. Et à mon avis, le mercato n'est pas terminé. Bon, c'est pas encore stabilisé. Non, les restructurations ne sont pas achevées. Non, c'est pas. Nous aurons l'occasion de vous réinviter. En tout cas, un dossier à suivre, assurément. Merci infiniment, Merci à vous. Florentini. Place au métier de la mer. Aujourd'hui, rencontre avec Yann Pétrin, barge master à la Somara en Martinique. Écoutez ce jeune homme, observez sa joie d'être un acteur qui remet la mer dans toute sa netteté. Bonjour, je m'appelle Yann Pétrin, j'ai 29 ans. Ma fonction est barge master scaphandrier.
Ça consiste à pouvoir intervenir sur tous les aspects de la barge. Je peux aussi intervenir aussi bien dans la grue que sous l'eau, je suis entièrement polyvalent sur la barge. Les fonctions de la barge, c'est plus généralement des travaux maritimes, mais on est plus spécialisé dans le relevage de BHU, des épaves qui sont laissées à l'abandon. On intervient aussi sur les câbles sous-marins, que ce soit électriques ou Internet. Aussi, on pose des mouillages, on pose des tuyaux d'aspiration de mer. Et aussi, en cas de pollution, on est aussi équipé pour barrer la pollution au pétrole, tout ça. Comme formation, j'ai commencé je suis parti en France pour faire des études. Ça n'a pas trop bien marché, donc je suis passé à partir en Écosse pour ma formation scaphandrier. Ensuite, je suis rentré en Martinique, j'ai travaillé 5 ans à mon compte en tant que scaph. Après, je suis passé à l'école de Trinité pour passer les diplômes maritimes, matelot puis capitaine 200. Et depuis ça, je suis à la sous-marin. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est tous les jours différents. On n'a jamais 2 jours qui se ressemblent. Il faut toujours réfléchir à trouver une solution, à évoluer. Et les chantiers, on bouge. On n'est pas juste dans un bureau à faire la même chose tout le temps. On est sous l'eau, c'est important. Et c'est varié. C'est surtout ça, c'est varié. Ça pousse à réfléchir, à toujours trouver une solution. En fait, je me vois finir ma carrière en tant qu'expert maritime. Ce serait pour moi le mieux. Surtout parce que déjà avec l'âge, on peut beaucoup moins forcer que je fais maintenant. Si le travail est très forçant, tout est lourd. Et en tant qu'expert maritime, on apporte juste son expérience. Et on fait surtout des analyses de choses. Ce n'est pas ce qu'on fait actuellement. C'est tout aussi bien ce qu'on fait, c'est très bien ce qu'on fait. Mais ça change. La journée type sur la barge d'outils, ça commence déjà par s'assurer qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller travailler, pouvoir faire la mission qu'on a réalisée le jour, qu'on a bien préparée préalablement. Ensuite, nous partons faire le travail. Arrivé sur place, on doit comparer si ce qu'on nous a décrit et ce qu'on voit sur place, ça correspond à la même chose. Si ce n'est pas le cas, il faut s'adapter pour pouvoir toujours continuer à faire le travail sans freiner, sans bloquer la situation. On essaie toujours de trouver une solution. Il y a toujours une solution, on la trouve. Alors, la barge d'outils est un multicat motorisé, donc indépendant, avec des moteurs azimutaux, c'est-à-dire qu'ils sont orientables à 360 degrés. On est aussi équipé d'une grue, d'une capacité de 80 tonnes mètres, d'un groupe électrogène de 340 kVA et aussi de machinerie hydraulique pour pouvoir alimenter peu importe une machine qu'on pourra mettre sur le pont pour réaliser des travaux spéciaux. Ce que je pourrais dire aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à ce métier, c'est déjà de s'informer, de regarder ce qui se passe autour de soi. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller à 10 000 km, on a tout chez nous. Et malheureusement, on est un peu méconnu du grand public parce que ce n'est pas des métiers qui sont médiatisés. Mais il suffit de s'intéresser un tout petit peu et on trouve. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprises est terminé. Faites-nous vos suggestions sur reprendre-la-mer@interentreprises.com. On se retrouve en juin. Prenez soin de vous.